Merci. Nous sommes à nouveau dans le cadre de Forum itinérant. Nous recevons aujourd'hui M. Ngomo Privat de Démocratie Nouvelle. Alors, M. Ngomo Privat, vous êtes délégué national chargé de la décentralisation et de l'aménagement du territoire ainsi que de la gouvernance locale. Vous cumulez, vous êtes en même temps secrétaire national chargé des élections. C'est bien cela? Oui, il faut juste peut-être préciser que le poste de délégué national m'a été confié au cours du dernier congrès qui a été tenu du 27 au 28 avril, lorsque Démocratie Nouvelle a été refondée sur la base d'un parti qui s'appelait le Conseil du salut de la République. Mais le poste de secrétaire national m'incombe parce que la personne qui avait été pressentie pour occuper donc cette fonction n'a pas voulu, pour des raisons personnelles. Et comme le poste est important, car nous sommes dans une année électorale, nous préparons et les présidentielles et peut-être après les législatives, le président du parti, M. Ndemezo, a bien voulu que je sois celui qui assume cette fonction. Du coup, je suis à la fois délégué national, chargé donc de la décentralisation, comme on l'avait dit, mais également secrétaire national. Beaucoup de charges, beaucoup de travail. Bien entendu, mais c'est, on va dire, l'année qui le veut. Nous sommes en année électorale, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, il faut donc dépenser cette énergie pour que nous puissions avoir une chose de qualité qui surgisse à la fin de l'année. Nous espérons un nouveau président et une nouvelle Assemblée nationale. Alors, Démocratie Nouvelle soutient Jean Ping à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi avoir choisi de soutenir Jean Ping? Nous pensons que Jean Ping présente tous les atouts pour être le candidat idoine, pour nous garantir une alternance et le changement. Nous pensons que l'équation humaine d'abord. M. Ping a une instruction. C'est un homme qui a fait des études. Il est titulaire d'un doctorat d'État en économie obtenu à l'université à Paris, au Panthéon-Sorbonne. C'est peut-être, je crois, un des premiers présidents du Gabon qui aura ce niveau aussi élevé, si on le compare aux précédents. M. Ping a eu un parcours professionnel à l'UNESCO et nous connaissons le parcours politique de M. Jean Ping. Donc son équation personnelle rassure. C'est un homme des dossiers. Il connaît exactement ce qui sera amené à faire s'il arrive à la tête de l'État. En plus de l'équation humaine et personnelle, il y a l'équation nationale. Lorsque M. Ping sortait du bois, précisément le 1er février 2014, et qu'il avait décidé de rompre avec le Parti démocratique gabonais, la critique qui lui était formulée à l'époque, c'était qu'il ne connaissait pas le peuple et que le peuple ne le connaissait pas non plus. Parce qu'il avait fait une carrière politique, c'est vrai, beaucoup plus à l'extérieur notamment. Tout à fait. Il avait été ministre des Affaires Union africaine, voilà. OPEP, ONU. Voilà. Voilà. Et donc, on se disait, oui, c'est bien qu'il se présente, mais peut-il gagner? Le peuple ne le connaît pas, il ne connaît pas le peuple. Eh bien, peut-être conscient de cet handicap, M. Ping a donc décidé de parcourir, de labourer le territoire gabonais. Il l'a fait pendant 2 ans. 2 ans. Nous pouvons dire aujourd'hui, en toute objectivité, qu'il est quand même... Il a été partout. Il a été dans toutes les provinces. Et on peut dire qu'il maîtrise aujourd'hui le Gabon. C'est effectivement ce qu'il faut retenir donc, du périple que M. Ping a eu à réaliser pendant 2 ans, c'est-à-dire aller à la connaissance du terrain et surtout à la connaissance des populations gabonaises. Il fallait connaître le terrain qu'il faut changer et les populations gabonaises qui doivent bénéficier justement de ce changement. Et il y a l'équation internationale qui est très importante. La communauté internationale suit de près les activités du Gabon. Le Gabon appartient au concert des nations et M. Ping, il faut le reconnaître, est celui qui aujourd'hui a une stature sans pareille mesure. Il est en fait le Gabonais qui a occupé les fonctions internationales les plus élevées. Absolument. Lorsqu'on a été un jour membre du sommet du G8, on peut quand même dire qu'on était parmi les hommes les plus importants de la planète. Je crois que ce privilège n'est encore venu à aucune autre personne politique au Gabon. Donc, sur ces 3 critères, l'équation personnelle humaine, l'équation nationale et l'équation internationale, on peut reconnaître en toute objectivité que l'on aime M. Ping ou qu'on ne l'aime pas, on peut reconnaître quand même qu'en toute objectivité... Est-ce qu'on peut dire finalement que Ping est une chance pour le Gabon?
Moi, je serais d'avis de dire qu'effectivement, avec M. Jean-Ping, nous pouvons réaliser l'alternance. Nous pouvons mettre par terre un système de plus de 50 ans, le système Bongo-PDG, qui finalement n'a pas apporté grand-chose. Malgré les moyens colossaux dont dispose le pays. Nous parlons de près de 10 000 milliards de francs CFA en l'espace de 7 ans. C'est énorme. Et une dette qui s'élève à près de 5 000 milliards. Avec tout cet argent, est-ce que vous avez le sentiment qu'en 7 ans, le Gabon vraiment a connu un développement à la mesure de cet argent qui a été dépensé? Mais là, vous faites allusion au président sortant qui, lui, a pour slogan « Changeons ensemble ». Peut-être qu'il fait le même constat que vous et va redresser la barre. Nous attendons qu'avant qu'il fasse ce constat, qu'il nous livre d'abord son bilan. Parce que lorsqu'il a été, entre guillemets, élu en 2009, je dis bien entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, nous avons plutôt la conviction, c'est que c'est André Baobam qui a été élu. Mais bon, c'est lui qui a prêté serment. Lorsque ce président a pris le pouvoir, il parlait donc d'un programme stratégique Gabon émergent qui venait appuyer le projet de société qui était l'avenir en confiance. Ce temps prêt, il faut peut-être que par respect pour les Gabonais qui lui ont, entre guillemets, donné ce mandat, ils viennent quand même expliquer ce qu'il a fait de ce mandat. Quel est le bilan? Mais c'est ce qu'il essaie de faire au cours de sa tournée républicaine. Non, nous, pour l'instant, nous constatons qu'il est en train de changer de slogan. Il parle de changeons ensemble, il parle d'égalité de chance. Nous voulons d'abord, avant d'écouter ce qu'il nous propose pour le prochain mandat qu'il veut avoir, qu'il nous dise déjà ce qu'il a fait de celui qui se termine. Ce serait quand même la moindre des choses. Qu'il nous dise de son passé. Il vous dira qu'il a réussi à faire 672 km de route bitumée. Les hôpitaux sont là. Les hôpitaux, je parle des CHU, à Libreville notamment. Oui, on nous parle de 672 km bitumés en 7 ans. Quand en Guinée équatoriale ou au Congo, nous parlons de 1000 km en un an. Donc, c'est quand même raisonnable. En un an? En un an. Alors, soyons quand même raisonnables. Quand on a la volonté de faire des routes, on les fait véritablement. On ne fait pas des forums New York from Africa, on ne fait pas des carnavals, on ne fait pas des motocross, on ne fait pas ces choses qui ne servent à rien et qui n'étaient pas prévues justement dans son... Mais qui font parler ou qui ont fait parler du Gabon quand même, non? Nous pouvons dire qu'en matière de communication, nos amis des émergents ont fait preuve de beaucoup d'imagination, ça c'est certain. Mais pour ce qui est quand même de l'action sur le terrain, nous attendons autre chose. Alors, Monsieur Ngomo Privat, en 2009, vous étiez plutôt en soutien pour Casimir Oyemba. Alors aujourd'hui, vous avez changé. Pourquoi tout cela? Casimir Oyemba en 2009 et aujourd'hui Jean-Ping. Non, nous soutenons... Manque de stabilité? Non, nous voulons l'alternance. Nous souhaitons vraiment que ce pays ait à sa tête des hommes de valeur, des hommes qui aient de la compétence pour redresser le Gabon. Car il faut le dire, le président Omar Bongo nous a pas laissé. Et il y en a. Et il y en a. Et le président Bongo, dans un de ses derniers discours, avait laissé un testament qui n'était pas très glorieux pour sa gestion. Il avait reconnu que le pays avait été mal géré. Et nous pensions alors, sur la base de ce testament fait par le propre président de la République, Omar Bongo, que Casimir Oyemba présentait toutes les qualités. À l'époque, il avait le portefeuille international le plus important. Il avait été gouverneur de la BEAC. De la BEAC, il connaissait quand même les présidents de la sous-région. La Banque des États d'Afrique centrale, oui. Sur le plan national, il avait occupé quand même de très grandes fonctions. Il avait été le Premier ministre de la transition, une période très difficile. Exact. Il s'était plutôt bien Il a géré avec beaucoup de compétences. Parfaitement. Et de doigté. Et on reconnaissait en l'homme quand même beaucoup de rigueur et une capacité de gestion qui doit être reconnue par l'ensemble des citoyens. Donc, l'homme avait donc une équation personnelle, une équation nationale, une équation internationale qui convenait pour la prise du pouvoir. Il se trouve qu'il n'a malheureusement pas été au bout de son ambition, puisqu'à la dernière minute, contre toute attente, il a décidé de battre pavillon. Bon, nous avons pris acte de cela avec beaucoup de déception, et nous nous sommes dit que si les conditions qui ont justifié son retrait en 2009 sont réunies, comment se comportera-t-il à nouveau? Question. Ira-t-il jusqu'au bout? Mais il s'est engagé en disant même que si, parce qu'il est chrétien, en disant que même si le peuple lui demandait de renoncer, de se désister, il ne le ferait pas. Bien. Sur le Nord, ça honore M. Casimir Oyemba. Il se trouve qu'aujourd'hui, en 2016, il me semble que M. Jean-Ping a une meilleure stature du point de vue international et du point de vue national. M. Oyemba n'a pas parcouru le Gabon en 2 ans comme l'a fait M. Ping. C'était pourtant important de le faire.
Et M. Yemba n'a pas, avec tout le respect que j'ai pour l'homme et l'estime que j'ai pour lui, il n'a pas la même stature internationale que M. Jean-Ping. Donc nous pensons aujourd'hui que la meilleure carte pour le Gabon en 2016 est M. Jean-Ping. Alors, vous qui êtes l'un des soutiens de Jean-Ping, par l'intermédiaire notamment de Démocratie Nouvelle, est-ce que vous entamez une campagne de sensibilisation auprès des autres candidats pour faire en sorte que Jean-Ping soit le porte-étendard de l'opposition pour le 27 prochain? Oui, je sais qu'il y a un travail qui se fait au niveau En tout cas, les Gabonais l'attendent. Les Gabonais veulent cela. Oui, les Gabonais souhaitent effectivement une candidature unique. Mais il faut peut-être rappeler aux Gabonais que si l'on s'en tient à la réalité, depuis 1993, il n'y a jamais eu de candidature unique, il faut le dire déjà. Et nous sommes en démocratie pluraliste, donc il est normal qu'il y ait plusieurs candidats. Maintenant, des raisons de stratégie peuvent amener les différents candidats à s'organiser vers une candidature unique. Mais de 1993 à 2009, sans candidature unique, le candidat PDG a toujours été battu dans les urnes. Parce qu'en réalité, le peuple gabonais sait très bien vers qui il doit faire aller ses voix. Donc vous dites que le peuple gabonais est mature et fera le bon choix pour le Gabon. Mais c'est mon sentiment, puisque en 2009, vous avez 3 candidats qui ont cumulé 90% quand même des suffrages. Le président Ali, je le dis avec beaucoup de guillemets, le président Ali aurait accumulé à lui tout seul 40% des suffrages. Et Bobam, perd son âme, et Mamundou également perd son âme, ont accumulé 25 chacun. Ça fait 25, 50, et 40, ça fait 90. Donc les Gabonais savent bien où il faut orienter leur voix. Même s'il y a beaucoup d'autres candidats, on est sûr que ceux-là... Et aujourd'hui, les Gabonais, leur choix, c'est... C'est dommage que nous n'ayons pas d'institut de sondage, M. Badiga Matsiendi. Ce seraient des éléments qui nous donneraient suffisamment d'indications. On s'en tient donc chacun un peu à son ressenti, à ce qu'on voit. Moi, parce que je soutiens M. Ping et parce que j'observe l'actualité nationale, politique nationale, je vois que sur le terrain, c'est lui dont on parle. Il y a encore de cela 2 ans ou 3 ans, en 2013, on ne parlait pas de M. Jean-Ping. Aujourd'hui, on en parle. Et on constate même que le chef de l'État, quand il mène sa tournée dite républicaine, ne s'en prend qu'à un seul candidat, à M. Jean-Ping. Pas uniquement à lui, il s'attaque aussi à d'autres candidats, notamment Guy Nzuba Ndama. Mais c'est vrai que Jean-Ping est la cible numéro 1. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le président sortant, candidat, observe donc ses différents adversaires, il voit bien que le plus dangereux, celui qui a même de le faire partie du pouvoir, c'est M. Jean-Ping. Donc il faut donc mettre toute l'artillerie, tirer sur lui pour abattre un adversaire qui sera après plus facile à éliminer de la course. Un de ces arguments dans une province, Jean-Ping est le responsable du retard du développement dans la province de Logoi-Vindo. Vous l'avez suivi? Non, malheureusement, je ne suis pas beaucoup, je vous avoue très sincèrement, tous les différents meetings du président de la République. Je crois que j'ai beaucoup de choses à faire. Mais on ne peut pas dire que la question de Belinga et l'affaire de Jean-Ping, je ne connais pas le dossier, je ne serai pas très compétent pour parler de cela. Mais c'est une critique qui n'est pas juste, à mon humble avis. Donc peut-être que si un jour on a l'occasion de regarder de près ce qui s'est passé, on pourra donc définir les différentes responsabilités. Mais M. Ping avait eu l'occasion de s'exprimer sur cette question à l'époque. Mais c'est vrai que je ne me souviens plus exactement de ce qu'il avait dit. Mais il n'était pas le responsable de cette affaire. Alors, vous avez été avec Démocratie Nouvelle récemment dans la province du Wallentem. Alors, le but de cette mission, de cette mission spéciale? Oui, c'est une mission spéciale, mais en même temps, cette mission s'imposait. Nous avons eu un congrès au cours duquel le parti a été refondé, il a changé de nom, il a eu de nouveaux statuts, il a eu un nouveau règlement intérieur, il a eu une nouvelle plateforme politique. Il fallait qu'à partir de ce moment que ce parti était né, qu'il ait d'abord un récépissé définitif pour qu'il puisse maintenant avoir une activité parfaitement légale. Nous avons eu ce récépissé de la part du ministère de l'Intérieur le 30 juin 2016. Dès cet instant, nous avons estimé que nous pouvons maintenant agir sur le terrain avec la dénomination Démocratie Nouvelle. Il y a d'abord eu, au niveau de la province de l'Estuaire, l'installation donc des structures de base. Nous avons installé le secrétaire provincial, à la personne de M. Alpha Died, que je salue au passage. Nous avons aussi également installé les secrétaires départementaux et communaux. Nous avons voulu asseoir donc, le parti en mettant en place les instruments de ce parti
dans les différentes régions et on va dire les différentes régions d'action politique au niveau de la province d'Estuaire. Ensuite, nous sommes partis dans la province de Logoué-Maritime, la province donc de M. Jean-Ping, où là-bas nous avons également installé le secrétaire provincial, M. Ogoula, je pense, je le salue également, secrétaire départementaux, secrétaire communaux. Il fallait également que nous partions dans la province du Walentem, la province de M. René Demezo, qui, il faut le dire, est une province qui a un vivier électoral important. C'est une province que nous ne pouvons pas négliger. Et nous avons donc fait une première phase qui a consisté donc à pénétrer le département de Locano, naturellement la ville de Minzik, ensuite le département du Voleux, la ville de Yem, et le département d'Untem, la ville de Bitam. Je suis moi-même ressortissant de cette ville, je suis de Bitam. Et nous avons ensuite l'intention de repartir, pour ne pas oublier les deux autres départements, le Haut-Komo avec Moudouneux, la ville donc du défunt André Borbam, et le Haut-Ntem avec Mimvoul, et naturellement on fera certainement un petit arrêt à Bolosoville pour rendre un hommage mérité à député Bertrand Zibiabege. Nous en parlerons. Oui, j'espère qu'on parlera de cet homme que j'apprécie beaucoup, c'est un ami. Je salue ici son courage et surtout sa détermination à voir le pays changer. C'est des hommes comme ça dont on a besoin aujourd'hui. Vous n'avez pas là fait... Est-ce que vous avez un programme également pour le reste du pays? Là, vous avez cité un certain nombre de provinces et de localités. J'ai cité les actions que nous avons menées. Maintenant, il y a des actions également à mener. Mais dans les autres dont nous partirons, il est clair que le message sera le même, M. Badinga. Le premier message, c'est de dire que vous avez aujourd'hui un nouveau parti, donc une nouvelle offre politique qui se présente à vous. Nous vous demandons d'intégrer le parti et de participer à ce qu'au Gabon, nous fassions la démocratie autrement. Nous avons appelé le parti démocratie nouvelle. Nous voulons de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes. Par exemple, le président de démocratie nouvelle est élu pour 4 ans, renouvelable une seule fois. Nous voulons cela pour le président de la République, nous l'imposons déjà à l'intérieur du parti. Du parti, absolument. Voilà. Nous avons une ligue patriotique des femmes, une ligue patriotique des hommes. Nous parlons de patriotisme parce que nous voulons que ce pays soit aimé des Gabonais. Et j'imagine que chez vous, il n'y aura pas de candidat naturel. Non. Nous aurons un congrès au cours duquel le candidat sera investi. Okay. Et donc les différentes candidatures vont s'exprimer. Et à la fin, ce sont les congressistes qui décideront de qui sera donc le porte-étendard du parti à la prochaine élection présidentielle. En plus donc de l'installation du parti, qui est un élément que nous avons lorsque nous descendons sur le terrain, il y a la préparation des élections. D'abord, élection présidentielle, là, c'est urgent, ça. Bien sûr, il faut donc que nous soyons prêts pour toutes les échéances qu'il va y avoir sur le plan électoral. Comment vous vous préparez pour la prochaine élection présidentielle? Nous sommes en train d'abord d'organiser les cellules de base. Donc, un secrétariat provincial, secrétaire départemental, secrétaire communal, secrétaire... Vous aurez le temps de tout faire avant le 27? Vous serez surpris de constater que dans le Walentem, nous avons pratiquement bouclé l'ensemble des différents 3 départements que j'ai cités. Il reste encore les 2. Nous aurons le temps de tout faire parce qu'il y a une volonté manifeste, une détermination des populations d'aller jusqu'au bout. Tenez-vous bien, quand nous avions des meetings et qu'on était censé faire les meetings à 18h et qu'on arrivait à 21h, eh bien le peuple du changement était là. Nous attendons. Il attendait. Il attendait. Donc, ça veut dire qu'il y a une détermination. Si on leur dit qu'il nous faut mettre en place ces structures au plus tard, à telle date, je peux vous garantir que cette détermination que nous avons vue sur le plan de la volonté populaire de voir les choses changer sera au rendez-vous. Et ces structures seront mises en place. Donc, en plus donc, de l'installation et donc de la préparation des échéances présidentielles et législatives, nous vantons les mérites de notre champion. Jean-Ping, donc. Voilà, nous disons Jean-Ping est la personne la plus qualifiée pour nous garantir l'alternance. Alors, quand vous parlez de Jean-Ping, comment réagissent les populations? Les populations, on n'aurait pas eu de Jean-Ping en novembre 2013, aurait dit non, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas, on ne l'a pas vu. On ne l'a jamais vu ici. Oui. Aujourd'hui, si vous parlez de lui, il vous dire ah, oui. Celui qui est venu ici? Il est venu ici. Dans ce village? Il était dans le village, il a mangé même ici avec nous, il a parlé. Il est métis, il est un peu chinois. Donc aujourd'hui, quand on parle de Jean-Ping, le visage tout de suite, on met au nom un visage. Jean-Ping est désormais une icône politique nationale. Ce n'était pas le cas en novembre 2013. Mais ça, il faut pouvoir convaincre les Gabonais. La tâche n'est pas facile. Non, c'est la raison pour laquelle nous employons le faire. Elle n'est pas facile. Nous devons tout le temps mettre à nouveau l'ouvrage sur le métier. Non. Donc, le travail que nous sommes en train de faire est un travail de sensibilisation. Nous faisons comprendre aux populations gabonaises qu'il faut participer à cette élection. Depuis le début, c'est la position de M. Jean-Ping qu'il faut aller aux élections. Certains disaient qu'il fallait aller à condition qu'il y ait des conditions de transparence absolue. Où en sommes-nous? C'est même disait qu'il ne fallait même pas
qui est l'enrôlement. Après, c'est même, on dit qu'il fallait peut-être partir à un dialogue inclusif et maintenant, ils veulent nous proposer une destitution. C'est une approche qu'ils avaient. Nous pensons que ce n'était pas la meilleure. La meilleure était celle qu'avait parce qu'aujourd'hui, finalement, toutes ces stratégies n'ont pas donné grand-chose. Tout à fait. Et aujourd'hui, elles en viennent à la stratégie que nous avions définie, ce qu'on appelle, avec beaucoup de sarcasme, les pingouins. Hein, nous appelle les pingouins. C'est-à-dire les gens de ping. Ah, les pingouins. Alors, nous apprécions donc ce petit surnom. Oui. D'accord, même si on sait qu'il est très sarcastique. Oui. Mais les pingouins avaient donc proposé l'idée selon laquelle il fallait peut-être se préparer à aller aux élections. Et donc, M. Jean-Ping s'est préparé à aller aux élections. Il est parti sur le terrain. D'où cette tournée pendant 2 ans à sillonner le Gabon. Et on capitalise maintenant cette tournée de 2 ans par le jour du scrutin. Faire en sorte que les Gabonais, le jour du scrutin, donnent tout leur suffrage au président Jean-Ping. Et le travail que nous faisons, c'est celui-là. Nous les sensibilisons et nous leur disons, allez voter. Ils peuvent le faire, mais au finish, quelque chose d'autre peut être annoncé. Et là, quelle est votre stratégie? Alors, je ne vais pas sur ce plateau, monsieur. Dévoiler cela. Bien entendu. Mais vous y pensez, et évidemment, un travail a été fait dans ce sens. Mais peut-être éclairer les Gabonais sur des paramètres. Lorsque, en 2009, il y a ce coup de force électoral, ce hold-up, le candidat, le ministre de la Défense nationale, à l'époque candidat, bénéficiait de certains paramètres qui lui étaient favorables. Il avait sa famille unie derrière lui. Hein. Il avait le PDG également. La famille politique aussi. La famille politique aussi était une. Il avait les provinces traditionnelles acquises à son père entre guillemets, d'accord, qui était également acquise. Et puis, il avait l'armée, dirigée par le Saint-Syrien, Elekora, aujourd'hui décédé, paix à son âme, et la France. La France, qui, à travers Robert Bourgi, avait laissé entendre qu'il ferait un bon président. Donc tous ces paramètres lui ont été favorables. Et vous pensez que ces mêmes paramètres, aujourd'hui, lui sont défavorables? Reprenons les mêmes paramètres aujourd'hui. Oui, analysez-les. Prenons par exemple la famille. Vous voyez, il y a eu un procès qu'une de ses petites sœurs, Naïda Maïcha Bongo, la fille de Chantal Miboto Gonjou, a tenté contre son grand frère de président. On sait que Christian Bongo Ondimba et Anissé Bongo Ondimba ne sont pas trop en phase avec ce que le président fait. Donc dans la famille déjà, il y a une rupture franche qui est installée. Rupture qui n'existait pas en 2009. Prenons la famille politique, nous avons aujourd'hui le courant Héritage et Modernité qui s'est mué en RHM, Rassemblement Héritage et Modernité. Le parti au pouvoir, pour la première fois au Gabon, c'est fissuré, disloqué. D'accord. Ce paramètre n'existait pas en 2009. Vous avez, au niveau de la France, une position attentiste. Autant Sarkozy, à travers donc son émissaire de l'ombre, passait à la lumière, Robert Bourgi, avait laissé entendre que Ali Bongo ferait un bon président. Oui. Mais nous sommes là à la même période et il n'y a toujours pas de la part de la France une sorte de positionnement qui serait favorable au pouvoir. Donc en fait, les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Et puis on attend ensuite la position de l'armée. Parce que cette armée, elle ne vit pas en dehors du Gabon. Oui. Elle est traversée par des courants. Certainement qu'au sein de l'armée, la Grande Muette, certains sont d'avis de se dire on continue avec lui. D'autres disent non, il faut peut-être aussi qu'on pense à faire autre chose. Et il n'est pas dit que tous les militaires, tous ceux qui seront ce jour-là réquisitionnés, seront prêts à voter ou alors même pour le hold-up électoral, à imposer par les armes la décision. Il n'est pas dit que les militaires tireront sur les Gabonais communs. C'est une armée républicaine. Elle est censée normalement être républicaine, mais quand on voit les derniers comportements de l'armée, à la marche du 23 juillet, pacifique, l'armée a tiré des bombes lacrymogènes sur des opposants qui ne voulaient que marcher pacifiquement. Une armée républicaine il s'agissait de la police plutôt. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement, il s'agissait de la police. C'est vrai, oui, effectivement, il faut peut-être que je corrige, c'est de la police. Mais bon, souvent, on met aussi l'armée en contribution dans les opérations Guinée. Et là, c'est l'armée la nuit. Donc, qu'est-ce qui justifie une opération Guinée aujourd'hui? Rien du tout. Donc, même si, sur le principe, l'armée doit être républicaine, c'est-à-dire protéger la nation, parfois, elle est instrumentalisée par le pouvoir politique et c'est quelque chose sur lequel il faudra bien entendu que l'on revienne. Alors, je voudrais, avec vous, revenir sur le cas extraordinaire de Minzik. Vous étiez à Minzik, vous parliez de ce député... Minzik ou Mimvoul? Mimvoul plutôt, oui. Voilà. Bolosoville. Voilà, Bolosoville.
Ben, vous dites que vous le connaissez parfaitement. Oui, je connais Bertrand, Oui, l'honorable Bertrand Zibi. Zibiabeur, nous Oui. le connaissons avant qu'il ne soit député. Mhm. Eh bien, c'est un homme qui a beaucoup d'allant, qui a de la personnalité, qui a un charisme et surtout qui a beaucoup de courage. Mhm. Et il fallut du courage pour mener l'action qu'il a préparée certainement avec beaucoup de soin, Mhm. car il a tendu d'être en face du président de la République, donc en face du distingué camarade, pour lui dire avec beaucoup, j'allais dire, de détermination Mhm. et beaucoup de courage, et de lui dire dans les yeux Mhm. que les promesses qui avaient été annoncées au cours donc d'abord du projet de société, l'avenir en confiance, au cours du PSGE, le programme stratégique Gabon émergent, et surtout au cours des différents conseils des ministres délocalisés, précisément celui du Wellington, toutes ces provinces n'ont jamais été tenues. Et il estimait qu'il n'y avait pas de raison de continuer à faire confiance à une personne qui dit des choses, mais qui n'entend même pas les respecter. Il a voulu le faire en public, il a voulu le faire en face de la personne en question et devant les populations tout entières. C'est un véritable camouflet qu'il a infligé au chef de l'État. C'est un camouflet énorme. Et à côté de ça, il a montré aux populations gabonaises qu'il était un garçon courageux. Et je lui tire mon chapeau. Ah bon, donc vous avez apprécié. Moi, j'ai apprécié parce que c'est dans le tempérament un peu des gens de chez nous. Les hommes d'Engon, comme on dit. Hein, les hommes d'Engon, c'est-à-dire toujours Alors, un peu... parlons maintenant du projet de société de Jean Ping. Le Gabon à l'abri de la peur, le Gabon à l'abri du besoin. Alors, c'est un projet de société que j'ai connu il y a maintenant à peu près 6 mois. Hein. Je trouvais qu'il était à la fois simple. Alors, il est d'ailleurs l'un des rares opposants à avoir mis sur la place publique un projet de société. Oui, on lui faisait la critique de ne pas en avoir. Hein. Nos émergents... Maintenant qu'il est là, on n'en parle pas. Maintenant qu'il est là, on ne veut plus en parler. On vous donne l'occasion d'en parler. Très bien, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Le Gabon à l'abri de la peur, le Gabon à l'abri du besoin. Donc, nous n'avons pas là un triptyque. Nous avons là 2 axes importants. Le Gabon à l'abri de la peur. Mais, M. Badinga, nous avons peur. Nous avons peur parce qu'un jour, on peut Vous avez peur de quoi? Parce qu'on peut nous apprendre un jour que notre fils a été victime d'un crime crapuleux. Et qu'il a été donc, les crimes rituels dont on parle? Par exemple, ou bien braconnage humain. Nous avons peur parce que le soir, nous pourrons nous faire braquer, parfois pour des sommes modiques, nous pouvons perdre notre vie. Nous avons peur parce que, pendant les saisons des pluies, si nous sommes dans un quartier sous-intégré, nous pouvons avoir comme ça un éboulement qui fait 3-4 familles qui sont décédées. Nous avons peur parce que dans notre pays, pour des raisons politiques, parce que nous ne partageons pas l'opinion du pouvoir en place, nous sommes arrêtés arbitrairement. Ou tout simplement écartés de la fonction publique. Nous avons peur, M. Badinga, nous avons peur, nous avons peur. Il faut faire disparaître cette peur. Et M. Ping s'engage avec justement ce slogan, le Gabon à l'abri de la peur, de renforcer l'état de droit, de garantir à chaque Gabonais les libertés individuelles et les droits civils et politiques. Cela passe par la révision de la Constitution. Il faut que nous extirpons de cette Constitution, qui a donc des accents monarchistes, nous extirpons de ça tous les aspects dictatoriaux qui ont conféré au président de la République un pouvoir immense, un pouvoir qui donne la possibilité d'agir comme il entend, sans respecter les règles que lui-même et ses amis émergents ont établies. Donc, une révision de la Constitution. Et la référence ici serait celle du 26 mars 1991, constitution qui avait été élaborée au sortir des accords de Paris. Non, la conférence nationale de 1990. Dans cette constitution, le mandat présidentiel était désormais quinquennal, c'est-à-dire 5 ans, renouvelable une seule fois. Et pour accéder donc à ce mandat, les différents candidats se pliaient donc à une élection présidentielle au scrutin à 2 tours. Un premier tour pour éliminer donc les premiers candidats et puis un deuxième tour où les 2 meilleurs s'affrontaient et on en tirait un qui était élu à la majorité absolue. Et il détenait donc la légitimité nécessaire pour pouvoir faire un travail, même si certaines mesures sont impopulaires, mais si le peuple vous a choisi, eh bien, vous décidez donc de le faire avancer dans un sens qui est parfois difficile. Mais c'est cela que proposait la Constitution du 26 mars 1991. Malheureusement, tous ces aspects démocratiques ont été au fur et à mesure extirpés de la Constitution et on y a remplacé une substance monarchisante qu'il faut absolument enlever. Il faudra, au-delà simplement de la manière dont on organise l'élection présidentielle, regarder aussi le fond. Allons-nous vers une élection présidentielle avec un ticket, c'est-à-dire un président et un vice-président, et dans ce cas, le président élu et le vice-président élu gèrent donc le gouvernement, sont responsables du gouvernement, notamment le président de la République, les chefs d'État, chefs du gouvernement, et dans ce cas, le Premier ministre n'existerait plus. C'est une approche.
Et là, la question de la succession Et quel serait l'avantage de cette approche? Déjà, la succession. La succession. On n'aura pas cette succession où on dit que le président du Sénat... En passant par le Sénat. On a un vice-président qui a été élu en même temps qu'un président. Si le président ne peut plus poursuivre son mandat, le vice-président tout de suite succède et termine le mandat. La question de la succession est réglée. En même temps, le président, avec un mandat quinquennal de 5 ans, peut être chef du gouvernement et il répond des actes devant l'Assemblée nationale. Ce ne serait pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui répond et le président ne va pas s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Et ce serait un changement de fond. Mais nous avons le choix. Nous avons le choix, il faut pouvoir discuter de ça. Et puis voir qu'est-ce que les Gabonais veulent. Est-ce une présidence avec un vice-président, mais un président qui gère le gouvernement, qui est chef d'État, chef du gouvernement, ou bien est-ce un président qui est un Premier ministre? Et dans ce cas, on supprime la fonction du vice-président. Parce qu'il n'est pas normal que dans un petit pays comme le nôtre, nous ayons à la tête des exécutifs un président, un vice-président et un Premier ministre. C'est trop. C'est trop. Et d'ailleurs, les fonctions même, les attributions, les prérogatives du Premier ministre et du président doivent être clairement réparties. Si nous maintenons l'approche président-Premier ministre, car si nous allons vers une approche président-vice-président, eh bien, bon, on sait que c'est le président qui va véritablement gérer le pays. Et que s'il arrive un quelconque malheur, le vice-président prend la suite. Donc ça, c'est une question importante en termes de révision de la Constitution. Mais il y a aussi la révision institutionnelle. La Haute Cour de justice, aujourd'hui, elle n'a pas été érigée, prévue par la Constitution. Il faudra que le président de la République, automatiquement, dès qu'il est élu, érige cette Haute Cour de justice qui fait en sorte que lui-même, en tant que président, soit justiciable également. Peut-être pas par les cours ordinaires, mais par la Haute Cour de justice. Nous sommes aussi d'avis de revoir, de faire disparaître certaines institutions qui n'ont pas fait la preuve de leur utilité. Lesquelles, par exemple? Moi, je pense, par exemple, au Conseil national de la démocratie. Si nous avons une Assemblée nationale représentative véritablement, eh bien, les débats politiques, les divergences politiques vont se gérer au sein de cette Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, le CND a pour mission de régler les conflits, les litiges entre les partis politiques. Non. Au sein de l'Assemblée nationale, nous réglons ces questions. Si elles ne sont pas réglées au sein de l'Assemblée nationale, nous pouvons les régler au niveau de l'exécutif. Et si ce n'est pas possible, alors nous les réglons au niveau du pouvoir judiciaire. Donc, des institutions existent pour pouvoir régler les conflits qui peuvent exister entre les différents partis politiques. Le CND ne nous sert à rien. Et si on demande aux Gabonais, en près de 30 ans ou 20 ans d'existence, qu'est-ce que le CND a apporté à la nation gabonaise? Je pense qu'ils pourront dire simplement qu'il a surtout grévé les budgets de la République. Parce qu'on voit le train de vie qu'ont nos différents conseillers du CND, ben, je pense quand même que ce serait très intéressant de savoir qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent. Je pense aussi que nous pouvons supprimer le Sénat. Je suis pour la suppression du Sénat. C'est une position personnelle qui n'engage que moi, qui n'engage pas le parti dans lequel je suis. Et pourquoi la suppression du Sénat? Parce que nous pensons que l'argent qui est donné aux sénateurs, qui sont à Libreville, et qui, eux, sont censés représenter les collectivités locales, peut être tout aussi bien dirigé directement aux collectivités locales. Nous sommes pour la mise en place des régions. Je suis le responsable au sein du parti qui réfléchit sur la question des centralisations. Nous sommes pour qu'il y ait une régionalisation. J'emprunte un peu la formule de M. Pierre Kavamanga Moussavou, sauf que nous ne parlons pas de provincialisation, mais de régionalisation. C'est quoi le concept? Le concept serait que les provinces soient couplées 2 à 2. On mettrait ensemble le Wolentem et le Goué-Vindo. On appellerait ça la région, par exemple, du Nord-Est. On mettrait ensemble le Haut-Ogooué et le Goué-Lelo, la région du Sud-Est. On aurait la Nyanga et l'Angounié, la région donc, du Sud, ou la Nyangou, le Soleil. Et on aurait la province du Moyen-Ogooué et puis le Goué maritime, et ce serait la région, par exemple, du Centre-Ouest. Et nous aurons la province de l'Estuaire, qui serait également la région de l'Ouest. Donc 5 régions. Et à la tête de ces régions, nous aurons des présidents de régions qui seraient élus au scrutin de liste, qui ne seraient pas nommés par le pouvoir. Et ces présidents de région auraient donc un mandat renouvelable une seule fois. Et ils auraient... De combien d'années? Un mandat de 4 ans, moi je donnerais 4 ans ou 5 ans. On pourrait aller vers une homogénéisation des mandats, c'est pas si mal. Maintenant, après, on peut discuter. Je suis ouvert à la discussion sur la durée des mandats. Mais moi, je serais vraiment pour que la plupart des mandats soient identiques. 5 ans, c'est parfait. Et renouvelable une fois. Pour tous les mandats de la République. C'est une position personnelle que j'affirme ici sur ce plateau. Et donc, ce président des régions aurait donc à gérer, à l'exception de la région de l'Ouest, qui serait donc la province d'Estuaire, il aurait donc à gérer sa propre région. Au début, il aura d'abord les budgets qui viendraient de l'État central. Mais après, il aura à mettre en place une gestion qui tiendrait compte de l'exploitation des richesses qui existent dans sa province. Prenons le cas, par exemple, du président de région
nord-est, c'est-à-dire Wellington ou Guevindo. Il pourrait dire, bon, pour ce qui est de la province du Wellington, je vais me spécialiser dans l'agriculture. Je vais en faire une région agricole. Donc, je vais mettre l'accent sur la culture, par exemple, vivrière, et aussi sur les cultures de ronde, café, cacao, comme ça se faisait dans les années 30. Et pour ce qui est de Guevindo, je vais plutôt axer ma stratégie économique vers l'exploitation minière, le fer de Belinga, la bauxite, l'or. Donc, voici un président de région qui pourrait disposer d'une fiscalité régionale, d'accord, qui serait bien entendu accoudée à une fiscalité nationale. Mais on aurait là la possibilité d'une autonomie financière et les collectivités locales pourraient vraiment se gérer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les sénateurs ont de l'argent, c'est vrai, ils ont un bon train de vie, ils ont de belles voitures, c'est vrai, mais les populations qui sont à l'intérieur du pays ne bénéficient pas de tout cet argent. Il faut donc rompre avec cela. Donc nous sommes pour la suppression d'une structure qui ne sert à rien aux populations pour que l'argent soit affecté aux collectivités locales. Et je vais donner l'exemple de la régionalisation. Maintenant, pour éviter que le développement au sein de la région soit disproportionné, nous voulons la mise en place l'érection de 3 capitales. Une capitale politique où se tiendrait naturellement l'hôtel de région, donc le centre de décision du pouvoir donc de la région. Une capitale économique où nous aurons donc la chambre de commerce économique. Donc celle de Libreville en fait se retrouverait donc dans les autres régions du pays. Et les activités économiques fortes, ce sont dans cette capitale-là. Et nous voulons également une capitale culturelle. Devant la déperdition de la culture africaine, dans donc l'espace africain et particulièrement au Gabon, devant des jeunes qui sont vraiment en mal de repère, nous pensons qu'une capitale culturelle serait le lieu où on aurait une sorte de sanctuaire qui conserverait les traditions de cette région. De sorte que, si vous voulez avoir une connaissance de la culture de la région du Nord-Est, eh bien, vous allez par exemple aller dans cette capitale. Et cette capitale culturelle a certainement une bibliothèque, peut-être un musée, peut-être même une sorte d'institut gabonais de la culture, à l'image par exemple de l'Institut Goethe ou bien de l'Institut français. Et là, les populations du Wellington et les populations de Guevindo auraient leur culture là, sanctuarisée. Si vous voulez avoir des connaissances sur la culture pour nous, vous descendrez plutôt dans le sud. De sorte que les différentes régions du Gabon auront donc la possibilité de travailler à la conservation et à la revalorisation de leur propre culture dans leur région. Pardon. Ça, c'est un aspect très important dans le cadre de la décentralisation. Donc, une décentralisation qui soit à la fois administrative et politique, une qui soit économique et une qui soit culturelle. Donc, c'est sur ces 3 axes-là que nous voulons orienter la décentralisation. C'est un aspect important. Et vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que nous propose aujourd'hui le Sénat ou les sénateurs. Donc, c'est un aspect important. Donc, la suppression du Sénat. Nous voulons également supprimer purement et simplement la CENAP, c'est-à-dire la Commission électorale nationale autonome et permanente. Lorsqu'on l'a mise en place, c'est parce qu'on remettait en cause l'impartialité du ministère de l'Intérieur. Et les opposants pensaient que dans une commission où ils auraient un droit de regard, les choses pourraient mieux se passer. Bon, depuis, on n'a pas trop l'impression que le comportement de M. Aboguela René est différent de M. Antoine Boumiakou. La tour de Pise, hein, elle existe aussi au ministère de l'Intérieur ou alors à la CENAP. Donc, à quoi ça nous sert de mettre en place une structure, de payer des personnes de cette structure quand le résultat que nous voulons corriger est toujours malheureusement à l'ordre du jour. Donc, autant que le ministère de l'Intérieur, comme il le faisait avant, assume totalement les charges qui sont dévolues en matière d'élection, c'est-à-dire la production de liste électorale, la gestion donc des élections, la gestion de la campagne électorale et la proclamation des résultats. Alors, comment faites-vous pour expliquer tout cela aux populations de l'intérieur? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'aller dans les détails. On leur dit simplement que si nous prenons le pouvoir, et nous entendons le prendre d'ici le 27 août, il sera question d'abord les associer, parce que la démarche de décentralisation associe les populations, et leur dire qu'il est question que vous preniez également en charge, que nous ne sommes pas dans une logique d'assistanat, que c'est vrai que le Gabon a beaucoup d'argent, mais que chacun de vous pouvez aussi produire autant que le Gabon. Et donc, ce travail donc, de sensibilisation, nous le faisons. C'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps d'entendre les détails, parce que ce n'est pas aussi parfois le niveau attendu des populations. Mais nous rassurons. Et nous disons que cela est possible, que notre pays se porte mieux si l'argent du Gabon sert véritablement les raisons pour lesquelles il a été dégagé. Alors, vous faites aussi, vous tenez à expliquer aux gens également le renforcement de l'état de droit. Le renforcement de l'état de droit, c'est, à mon humble avis, la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, vous avez un président de la République qui se trouve également être le président du Conseil supérieur de la magistrature. À quel moment nous allons dissocier le pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire? M. Ping a pris une bonne
résolution qui sera certainement traduite par une décision de faire en sorte que le président de la République ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une très bonne chose. Nous voulons qu'il n'y ait plus véritablement de passerelle incestueuse entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Regardez comment les juridictions de notre pays sont complètement assujetties au pouvoir en place. La question de l'acte de naissance nous le montre. Les tribunaux judiciaires vont certainement encore se prononcer en disant que l'acte de naissance du président est parfaitement normal, quand tout le monde voit bien que là, manifestement, il y a irrégularité. Et pourquoi ces tribunaux judiciaires ne lisent pas le droit? Pourquoi ils lisent plutôt le sens politique voulu par le palais du bord de mer? C'est parce que, simplement, il y a ces passerelles incestueuses. Un État de droit voudrait que l'on sépare, d'une part, le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. C'est ça l'État de droit. L'État de droit, c'est aussi la liberté de la presse. La presse doit pouvoir s'exprimer. Regardez nos médias. Est-ce que vous avez vu une seule fois un meeting de Jean Ping à Gabon Télévision? Gabon Télévision, qui est la chaîne publique, qui n'est pas une chaîne privée. Quels sont les opposants qui ont la possibilité de passer à Gabon Télévision? Dans le cadre de débats véritables ou bien dans le cadre de meetings qu'ils auraient, par exemple, organisés à l'intérieur ou bien à Libreville? C'est une chaîne qui est à la solde du pouvoir. Pourtant, c'est une chaîne publique. Et les différents fonctionnaires qui sont là-bas sont payés sur les deniers des contribuables. Alors pourquoi certains contribuables qui contribuent à ce que ces chaînes existent n'ont pas la possibilité de pouvoir s'exprimer sur ces chaînes de télévision? Aujourd'hui, nous sommes à Africa Live TV, nous vous remercions, Démocratie Nouvelle vous remercie, mais nous aurions aimé aussi que les Gabonais puissent nous écouter sur Gabon Télévision, d'autant que cette chaîne couvre l'ensemble du territoire. Donc il faut aller vers justement cette libéralisation de la presse au Gabon. Donc nous allons arrêter avec cette presse audiovisuelle à la solde du pouvoir. Regardez l'Union, regardez l'Union, comme la tour de Pise, toujours penser du même côté, toujours en train de prendre fait et cause pour le pouvoir, alors que l'Union devrait pourtant parler dans le cadre de son nom, de l'ensemble du pays, l'unité du pays. L'unité du pays, ce n'est pas que le PDG. C'est aussi l'opposition, c'est la société civile. Est-ce que c'est ce que l'Union fait? Non. Un État de droit, justement, c'est cela. La liberté de la presse, l'indépendance de la presse, c'est très important. Et peut-être aussi la sécurisation des citoyens. Nous voulons un État où les citoyens se sentent en sécurité, car ils ont le droit d'être en sécurité. Vous savez qu'aujourd'hui, à partir d'une certaine heure, dans certains quartiers, vous risquez votre peau. Si vous avez l'audace de vous engager dans ces ruelles sombres. Alors qu'en réalité, on doit pouvoir, dans un pays comme le nôtre, circuler et savoir qu'il y a peut-être une rangée de soldats, de policiers qui font la ronde et qui nous garantissent qu'il ne va rien nous arriver. Que l'on veut, par exemple, marcher à 1h du matin, prendre l'air à 5h du matin et qu'il ne va rien nous arriver. Aujourd'hui, il y a des braquages, il y a des assassinats. Un État de droit, non, il n'accepte pas cela. Donc, le renforcement de l'État de droit, c'est cela, monsieur. La séparation des pouvoirs, la sécurisation des citoyens, de leur liberté fondamentale, leurs droits civils et politiques. Et puis, bien entendu, le bien-être. Ouais, on a droit au bien-être. Et là, peut-être que... À l'abri du besoin. Nous entrons donc dans l'abri du besoin. Quand le président Ping dit qu'il faut mettre le Gabon à l'abri de la peur, j'ai donné quelques éléments, j'aurais pu développer, mais on n'a peut-être pas suffisamment de temps. À l'abri du besoin. Oui, est-ce qu'un pays comme le Gabon, qui engrange des budgets dont la loi de finances atteste qu'ils ont une valeur de 3 000 milliards, est-ce que ce pays peut présenter l'image sociale qu'il présente aujourd'hui? Je crois que non. Nous pensons manifestement que les budgets que le Gabon engrange chaque année peuvent permettre à chaque Gabonais de vivre décemment. Et vivre décemment, c'est d'abord la santé. C'est bien qu'on ait réfectionné les hôpitaux. Les hôpitaux au Gabon ont été réfectionnés. Jean Bory, l'hôpital de Ovendo, l'hôpital général. On n'a pas construit 2 ou 3 autres hôpitaux en 7 ans. On a réfectionné ceux qui existaient déjà. Mais il ne suffit pas d'avoir des structures physiques. Il faut aussi avoir une qualité de service, une qualité de plateau technique. Et ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Donc, l'offre publique sanitaire n'est pas encore à la mesure de la demande. C'est un travail qu'il faudra faire. Faire en sorte qu'un Gabonais qui a besoin de se faire soigner puisse le faire et à moindre coût. Il faut saluer la CNAMGS. C'est une bonne idée. Nous reconnaissons que la CNAMGS, qui a été mise en place par le président Ali Bongo, même si ce n'est pas lui qui a la paternité de l'idée, mais il l'a mise en place, marche, même si elle a quelques soucis en ce moment, mais c'est un sens dans lequel il faut avancer. Je soutiens cette initiative et je pense qu'il faudra la renforcer davantage, faire en sorte que vraiment toute la population gabonaise qui est, on va dire, en situation financière difficile, puisse bénéficier de cette couverture maladie. Nous sommes aussi, au-delà de la santé, à regarder les aspects de l'éducation.
Le président Ping a dit qu'il va mettre l'accent sur l'éducation, la formation. Tout à l'heure, on a parlé. Il parle de l'obligation des jeunes d'aller jusqu'à 16 ans, je crois. Oui, il disait que jusqu'à 16 ans, l'éducation sera obligatoire et gratuite. Et gratuite, donc financée par l'État. Financée par l'État. Et peut-être qu'après, maintenant, les parents pourront prendre la relève, mais le président Ping s'est engagé à financer gratuitement la formation donc, des jeunes Gabonais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut faire en sorte qu'il y ait une population instruite. On a un bon taux d'alphabétisation. Je pense qu'au Gabon, nous devons frôler à peu près les 90-95%. C'est très bon. C'est très bon par rapport aux autres pays de la sous-région ou bien aux autres pays africains. Maintenant, après, c'est le taux de chômage. Nous avons des personnes qui sont instruites mais qui ne trouvent pas d'emploi. Est-ce que l'instruction qui a été réalisée, la formation qui a été faite est en adéquation avec les besoins réels? C'est un travail qu'il faudra qu'on fasse. C'est très important. Il n'est pas normal que nous ayons une jeunesse gabonaise qui se retrouve à peu près 35%. 35% des jeunes Gabonais se retrouvent au chômage. Ce n'est pas une bonne chose pour nous. Ce serait bien de corriger l'affaire. Et puis, il y a, en plus de la santé et puis de l'éducation, la question du social pour ce qui est du logement. Il serait bien que chaque Gabonais, chaque famille gabonaise soit logée décemment. Ça veut dire quoi? Avoir une maison, avoir de l'eau, de l'électricité et... Combien de logements en un an vous voulez vous engager aussi sur cette voie-là? On peut s'engager. L'engagement... 5 000 aussi? Non, non, nous on ne dira pas ça. Nous on mènera une étude, on dira, nous prenons l'engagement de faire en sorte que les Gabonais puissent avoir un logis décent. C'est peut-être l'engagement qu'il faut prendre. Ensuite, après, on mène une étude sur le terrain, on regarde la question foncière, qui semble-t-il a été un gros inconvénient pour le pouvoir en place, car c'est la question foncière qui semble-t-il les aurait embêtés. On va regarder la question foncière, on va regarder les besoins réels des Gabonais, donc un recensement. On va regarder donc les zones habitables, l'urbanisation de ces zones, la viabilisation de ces zones, et puis après, on pourra annoncer des chiffres. C'est ainsi qu'il faut travailler. Et non pas donner un chiffre, et puis après être calé sur ce chiffre, même si après on ne le respecte pas, comme ça a été le cas pour le pouvoir émergent. Nous, on aura une démarche différente. L'idée, ce serait, par exemple, de localiser une zone à Libreville, qui serait donc une zone de relocation. C'est-à-dire, on construit, par exemple, des maisons préfabriquées à la taille, par exemple, d'un quartier. Ensuite, on demande aux gens qui sont dans ce quartier de quitter et de partir dans cette zone de relogement. Et quand les hommes qui étaient dans le quartier quittent le quartier et vont dans cette zone de relogement, qui n'est pas, bien entendu, qui n'est pas désenclavé, qui n'est pas enclavé, qui est désenclavé, eh bien, le quartier qui a été vidé peut être donc rasé et on reconstruit donc le quartier selon des normes d'habitation modernes. Et ensuite, on demande aux personnes qui étaient relogées dans la zone de revenir, soit en location-vente, soit en vente, soit en location. Donc, c'est une approche que l'on peut avoir. Quand j'avais suivi l'interview du débat que monsieur le candidat Ondossa Albert avait, il s'inspirait justement de la façon dont les Canadiens procédaient. C'est un bon procédé. Peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse à cela. Comment faire en sorte qu'un quartier comme Cocotier, comme Atoabé, comme Vénévoire soit complètement rasé et reconstruit sous des formes modernes, plus adaptées à notre environnement, et que les personnes qui ont quitté ce quartier ne soient pas dans des situations comme nous avons vu où on a cassé des maisons et puis les gens... Alors, Jean Ping dit que lui, il ne vient que pour un mandat. Alors, vous pensez qu'en un mandat, il aura le temps de faire ça, tout ça? Non, M. Jean Ping ne fera pas en 7 ans tout cela. Déjà, en mon entendement, il va prendre à peu près 1 à 2 ans pour balayer la maison Gabon. La maison Gabon est une sorte de case avec plein de détritus à l'intérieur. Mal organisé. Mal organisé, des tables cassées, des divans percés, la lumière qui ne s'allume plus. Donc, il faut entrer dans cette maison Gabon et puis il faut la déblayer, il faut balayer tout, enlever tout ce qui n'est pas bon. Voilà, on enlève. Et puis quand on a fini d'enlever maintenant, on rebâtit, d'accord, l'intérieur de la maison. Il va peut-être prendre 1 à 2 ans. Il faudra assainir le pays, peut-être faire un audit de la situation, avoir l'état actuel du pays au moment où on le prend, et ensuite maintenant, sur la base donc de la situation réelle, faire des études, sur la base de ces études, faire des projets, et puis après dégager les financements pour que ces projets soient conduits, d'accord, de la meilleure manière, pour que les résultats soient au rendez-vous. C'est peut-être la démarche qu'il faudra que nous suggérons. Surtout pas de précipitation. Il s'agit là quand même de succéder à un pouvoir de près de 50 ans qui est ses habitudes. Donc il vaut mieux qu'on y aille à dose
homéopathiques, sans brutaliser, sans brusquer. Donc, il faut peut-être se prendre 1 à 2 ans pour remettre les choses d'équerre. Ça passe par la révision de la Constitution, ça passe par la révision institutionnelle, ça passe donc par ce que nous disions tantôt. Et puis ensuite, peut-être qu'il aura vraiment 5 ans pour dérouler son projet de société. Quand il aura fini de faire le point, d'accord, par rapport à l'état des lieux, qui lui sera servi quand il sera président de la République. Donc, effectivement, dans cette logique, il n'est pas possible que M. Jean Ping puisse faire tout ce qu'il a prévu. Et donc, en un mandat, il ne pourra pas. Mais je pense que l'information qu'il veut envoyer, le signal qu'il envoie, c'est de dire, vous avez connu des présidents qui avaient l'intention de s'éterniser. Un est mort au pouvoir. Il ne dira pas comme les autres qu'il n'a pas terminé la tâche, donnez-lui encore un mandat pour pouvoir l'achever. Et puis, Ping est un homme d'un certain âge, il a la sagesse de savoir ce qu'il est capable de faire. Un jeune pense toujours qu'il peut tout faire, qu'il a toujours devant lui tout le temps. Un homme plus âgé, plus sage, sait que j'ai 74 ans, j'ai 75 ans, voilà ce que je compte faire, et dans un délai bien parti. Et après, je laisserai à d'autres le soin de poursuivre donc l'œuvre que j'ai commencée. Donc je ne pense pas que M. Ping pourra, de manière intégrale, exécuter donc le mandat qu'il a prévu. Il lui suffit simplement de poser les fondamentaux qui sont la base sur laquelle s'appuiera celui qui viendra à la suite. Et pour ce qui est des fondamentaux, nous voyons vraiment la révision de la Constitution, nous voyons la révision institutionnelle, donc les institutions qui doivent être supprimées et d'autres qui doivent les remplacer. Nous voyons des études qui sont menées pour savoir d'abord combien nous sommes exactement au Gabon. Combien nous sommes? L'argent du Gabon va servir à combien de personnes? C'est très important. La population gabonaise aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de débats controversés. Est-ce que nous sommes 1 500 000, 1 800 000 ou 1 200 000? Il faudra qu'un jour on ait un recensement qui soit objectif et connu de tous. Ce n'est pas le cas. Donc cette information, on doit la savoir, on doit la connaître. Et nous sommes aussi d'avis que la bonne gouvernance, Ping peut l'initier véritablement. En 50 ans, le Gabon n'a pas connu une bonne gouvernance. Sinon, il présenterait une autre image. Nous sommes contents pour nos frères équato-guinéens quand nous partons à Malabo ou bien à Bata. Mais en même temps, nous souffrons. On dit souvent que la différence est nette entre les villes de la République sœur de Guinée équatoriale et le Gabon. Oui, évidemment. Vous y avez été? Oui, je suis allé. Vous avez comparé les... Oui, alors, je suis allé à Malabo. Malabo. Sur cette comparaison. Écoutez, un mot, on va dire sentimental. Nous sommes très contents et très fiers de la Guinée. Très fiers de la Guinée. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Les Guinéens, vraiment, nous ont fait la leçon. Surtout quand on sait d'où ils viennent. Ici encore, à l'époque, c'était une insulte, espèce d'équato, on disait. Donc il y avait un mépris souverain des Gabonais vis-à-vis des Équato-Guinéens. Je crois que là, les Équateurs leur ont fait la leçon. Et c'est une bonne chose. Ça nous permet de nous mettre en question. Est-ce que nous tirons les leçons de tout cela? Il semble que le pouvoir émergent n'ait tiré aucune leçon. Car en 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de concret. Regardez, quand vous partez à Somozong, c'est-à-dire la ville qui est en face de Mongomo. Mongomo, c'est la ville du président Biangama Bazoua. Regardez. En Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale. Il n'y a pas une commune comparaison. Ce n'est même pas la peine. Écrivez-nous cela. Si on avait la possibilité, on serait parti en reportage pour montrer cela à ceux qui nous regardent. Mais décrivez-nous un peu cette différence. D'abord, du côté de la Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'on voit? L'autoroute. Vous avez une autoroute qui part de Mongomo pour arriver à Bata. Donc en 1 heure et demie, vous avez relié l'est du pays à l'ouest, c'est-à-dire la partie qui donne sur la mer. En 1 heure, au Gabon, c'est clair, il n'y a pas d'autoroute. Au Gabon, il n'y a pas d'autoroute. Première chose déjà. Maintenant, quand vous entrez dans la ville, vous avez donc des grandes avenues, vous avez des trottoirs avec des lampadaires qui portent le nom de la ville, Mongomo, Siueda, Mongomo. Vous avez des bâtiments qui sont construits. La Guinée est tracée au cordeau, un peu comme à Kigali. J'avais été à Kigali, j'ai vu les images. C'est vraiment des quartiers. Vous avez une route, vous entrez, vous avez une autre route par là, vous vous retrouvez par-ci. C'est organisé, c'est quadrillé. Donc c'est devenu un beau pays. Ceux qui ont connu Mongomo disaient que c'était un petit village. Aujourd'hui, c'est une cité. C'est une belle cité. Description donc de Mongomo et du côté du Gabon. Au côté du Gabon, vous avez donc une route latérite. Quand vous passez, il y a la poussière. Et puis à côté, de part et d'autre, vous avez les maisons qui sont soit en planche, soit en bois. C'est le village. C'est une humiliation. On dit même que les Équato-Guinéens, quand les Gabonais arrivent, ils leur demandent de bien secouer leurs sandales pour ne pas faire entrer la poussière. Ils le disent pour rigoler. Mais c'est la vérité aussi. Mais c'est la vérité. En même temps, c'est un clin d'œil. Alors vous vous moquez de nous il y a encore quelques temps. Regardez. Nous, à peine en 15 ans, voilà ce que nous avons fait du pétrole. Vous, en 40 ans, qu'avez-vous fait, messieurs les Gabonais? Qu'avez-vous fait? Donc, la gouvernance. Nous suggérons, c'est une idée que je soumets là, sur votre plateau, nous suggérons une haute
autorité de sélection et de nomination. C'est-à-dire pour la bonne gouvernance. C'est-à-dire que la bonne gouvernance commence au début, quand il faut choisir le cadre qui doit occuper la fonction. Nous avons, pour l'instant, depuis 40 ans, depuis 50 ans, une nomination à l'arbitraire. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre, le DG décide de nommer qui il veut, selon ses critères à lui. Il n'y a aucun contrôle. Et souvent, les personnes qui sont nommées ne font pas l'affaire. On reconnaît volontiers que celui-là était beaucoup plus qualifié pour la fonction. Mais comme il a de la personnalité, ou bien comme il n'est pas des relations plus particulières avec... Voilà, eh bien, il a été écarté, c'est plutôt celui-là qui a été privilégié. Nous aimerions revenir à une approche plus objective, qui permette vraiment de s'assurer que celui à qui on va confier la tâche a les capacités intellectuelles, les capacités professionnelles de mener sa tâche jusqu'au résultat escompté. Qu'est-ce que nous suggérons? Nous suggérons que cette haute autorité de sélection et de nomination dispose d'une base de données. Une base dans laquelle vous aurez les différents curricula vitae des Gabonais en priorité, et même aussi d'autres personnes, qui pourraient donc donner leur curriculum vitae, et ces curriculum vitae seraient donc enregistrés dans une base de données. Et vous aurez à côté, en regard, les fiches de poste, toutes les postes d'administration gabonaise. Directeur de cabinet, conseiller, chargé d'études, directeur général. Donc vous avez les fiches de poste avec pour chacune des postes des activités, des actions à mener. Et lorsque un ministre doit nommer, il est tenu de faire référence à l'autorité, à la haute autorité de sélection et de nomination, pour qu'on lui suggère les différents CV qui rempliraient donc valablement la fonction. Et le ministre est tenu de choisir et de nommer dans le lot de CV qui lui est proposé. On partirait là donc de l'arbitraire du ministre à la discrétion du ministre. Car s'il y a 5 CV pour un seul poste, ce sera à la discrétion du ministre ou bien du Premier ministre de choisir la personne. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discrétion, il y a l'arbitraire. Et c'est l'arbitraire que nous ne voulons plus accepter parce qu'il nourrit la géopolitique. Alors que la démarche que nous suggérons aujourd'hui est une démarche donc, qui va nourrir la géocompétence. Nous allons remettre en avant la compétence de l'individu avant de regarder de quelle origine géographique ou ethnique il est issu. C'est une suggestion que nous faisons aujourd'hui. Et nous pensons que si, à la base, la sélection est bien faite, et que le ministre, vraiment, sur les 5 CV qui lui sont proposés, a choisi, selon lui, le meilleur CV après avoir consulté les CV. Les personnes qui ont été proposées, il les a consultées. Si le ministre prend dans ces CV-là une personne la plus qualifiée, alors cette personne, pensons qu'elle est capable de mener à bien la tâche qui lui est assignée. Nous voulons sortir de l'arbitraire où une personne qui n'a même pas le niveau, parce qu'il a des relations personnelles et privilégiées avec le ministre, se retrouve bombardé à une fonction et il n'assume pas totalement le rôle qui est le sien. Et nous avons des résultats qui ne sont pas à la hauteur de ce que les populations gabonaises attendent. Parfait. Alors, Monsieur Ngomo Privat, j'étais heureux de vous recevoir dans le cadre de Forum Itinérant. À bientôt. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci.